Entre 600 et 1100 euros bruts d'augmentation de salaire pour les bourgmestres bruxellois, soit de 8 à 14 000 euros avant impôt. Comment expliquer cette hausse? Et puis surtout, quel est le juste salaire pour un mandataire local? Quid de ces avantages extra-légaux dont on parle dans la presse cette semaine? Bienvenue sur le plateau de Versus. Pour évoquer ces questions de bonne gestion et très politique, j'accueille Aurélie Thibault. Bonjour, vous êtes politologue pour l'ULB. Merci d'être avec nous aujourd'hui, de même qu'Emmanuel Debock. Bonjour, vous êtes chef de groupe Défi au Parlement de la région bruxelloise. Christophe de Beukelard, bonjour à vous aussi. Vous êtes le président des engagés à bruxellois. Emmanuel Debock, c'est votre parti qui est à la manœuvre parce que Bernard Caffailly a la tutelle sur les pouvoirs locaux. Il y avait besoin d'augmenter les élus locaux. Quelle est la raison finalement de base? Donc ça faisait 30 ans qu'il n'y avait plus la moindre augmentation. En région wallonne, on avait revalorisé le salaire des élus locaux. On l'avait fait également en Flandre et donc la région bruxelloise s'est alignée en fait sur les deux autres régions. Il faut rappeler aussi qu'on avait revalorisé précédemment de 85 millions d'euros tout l'ensemble de la fonction publique et 3/4, c'est la région qui a payé cette revalorisation, donc des barèmes des agents A, B, C, D. Et comment on calcule ces montants? Alors, pour les élus locaux, oui. Donc, il y a eu une augmentation de 7%, et donc, en fait, elle est compensée par la suppression automatique d'au minimum un échevin par collège. Et donc, en réalité, c'est une réforme qui se compense et même fait gagner de l'argent, puisqu'il y aura un gain d'un peu plus de 600 000 euros au total pour l'ensemble des 19 communes. Donc, en réalité, on diminue d'un échevin, ça fait plusieurs millions d'euros de moins pour l'ensemble des communes, et on répartit cette somme en revalorisant ce qui reste. Christophe de Beukelard, du côté de l'opposition, c'est quelque chose que vous avez soutenu? Vous trouvez que ça va dans le bon sens? Il y avait besoin de cette augmentation et de cette réduction du nombre d'échevins dans les communes? Donc moi, je soutiens l'évolution qu'il y a eu, mais je trouvais qu'on devait aller beaucoup plus loin. Et donc, on a déposé au Parlement des amendements pour aller plus loin, par exemple, pour supprimer d'une unité de plus encore le nombre d'échevins. Donc 2 échevins de moins. Voilà, c'est ça, parce que obligatoirement au minimum. Mais par contre, sur les salaires, vous avez été échevin, vous êtes aujourd'hui parlementaire. Il y a quoi? Le salaire correspond au travail d'un élu local? Je trouve que là où il y a encore un problème, c'est les salaires des bourgmestres. Je trouve qu'il n'est pas normal que des bourgmestres gagnent moins que les députés. Moi, je suis député, j'ai travaillé dans une commune, je vois les bourgmestres à l'œuvre, j'en connais plusieurs. C'est un travail incommensurable, on est corvéable à merci, appelable jour et nuit, avec des responsabilités. Quand vous êtes responsable communal, vous avez des responsabilités de sécurité envers vos citoyens qui sont extrêmement lourdes, et donc il n'est pas normal qu'un bourgmestre gagne moins qu'un député, et donc nous on a proposé. Il y a des bourgmestres qui gagnent plus, il y a une différence en fait, Aurélie Thibault, selon les communes. C'est quoi? C'est le nombre d'habitants, c'est la taille, c'est la difficulté des enjeux? Dans une commune riche, on a peut-être moins de travail parce qu'il y a moins d'urgence sociale? Ça, c'est toute la question, évidemment. Aujourd'hui, c'est la taille de la commune en fonction du nombre d'habitants qui va déterminer le salaire des bourgmestres et des échevins. Et on peut s'interroger sur la pertinence de ce critère, puisqu'on pourrait peut-être avoir d'autres facteurs d'influence sur cette idée de corvéabilité à merci, qui est très vraie, mais est-ce qu'elle est liée au nombre d'habitants? Est-ce qu'elle est liée aux caractéristiques sociodémographiques de la commune, aux caractéristiques urbanistiques, géographiques, que sais-je? Et donc là, il y a encore une question qui peut se poser, en effet. Nos 2 députés nous disent on va réduire d'un échevin, on aurait pu réduire encore plus, nous dit l'un d'eux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élus locaux en région bruxelloise? Si on se compare à d'autres régions comparables, lesquelles d'ailleurs, auxquelles vous penseriez? Alors, c'est vrai que si on se compare à d'autres régions comparables, donc ce qu'on va appeler des villes-régions, Bruxelles compte plus d'élus, au niveau local et régional compris. Et donc, il y avait en effet une vraie réflexion à avoir sur le nombre d'élus à Bruxelles, et elle est d'ailleurs dans le débat public depuis longtemps, puisque Rudy Vervoort parle de cette diminution du nombre d'élus depuis au moins 2017, voire 2014. Et donc là, effectivement, on était sur quelque chose qui était attendu et pertinent en comparaison avec d'autres régions. Il y a de la place pour réduire encore plus? Ça aurait quelles conséquences? Une économie budgétaire, certainement, mais encore? Alors déjà, l'économie budgétaire, il faut voir, parce qu'il y a aussi un décumul qui vient en parallèle. Et donc l'économie, elle peut être aussi décompensée dans un autre sens au niveau du décumul. Je fais la parenthèse, on l'avait dit, quand le décumul a été voté, certains politiques qui étaient opposés disaient que ça va coûter finalement plus cher aux contribuables. Vous vous en souvenez? Qui s'en souvient de ça? Oui, ça a été dit. Oui. Et on a objectivé cette hausse du coût du décumul?
Je pense pas qu'on l'ait objectivé, mais c'est pour ça qu'on aurait dû aussi diminuer le nombre de députés. Hein. Nous, on défend la diminution de moitié du nombre de députés à Bruxelles. Si on réduit le nombre de députés ou d'élus locaux, c'est notre sujet aujourd'hui, les élus locaux, Aurélie Thibault, ça aura quelles conséquences concrètes ? Alors nous, on a fait des études sur la réduction, en tout cas au niveau des collèges communaux, du nombre d'échevins, et c'est une opération qui n'est pas neutre, qui peut avoir des conséquences à la fois sur les équilibres de genre au sein d'un collège communal. Ça peut aussi avoir des conséquences au niveau de l'accès à des plus petits partis et de leur accès possible à une majorité. Finalement, des plus petits partis auront peut-être plus de difficultés à rentrer dans une majorité, notamment des communes qui ont des majorités absolues et qui ouvriraient peut-être moins facilement leur majorité à quelqu'un d'autre, à un autre parti, puisque le nombre de sièges à pourvoir pour les échevins est plus réduit. Et puis, il y a peut-être aussi un impact au niveau de la représentation des néerlandophones. Et ça, c'est quelque chose auquel vous êtes attentif, Emmanuel De Bock ? Est-ce que tout le monde puisse être représenté, y compris les néerlandophones ? Alors, c'était une demande et elle a été rencontrée, donc c'est un accord. Je vous taquine parce que vous êtes des filles anciens FDF et que voilà, on peut imaginer que ça vous gênerait moins qu'il y ait moins d'échevins néerlandophones à Bruxelles. Oui, mais on a fait exactement la même remarque au niveau de la diminution du nombre de députés. On a un prix que l'on paye à Bruxelles qui est la représentation, la surreprésentation du groupe linguistique néerlandophone. Et il se paye cash au Parlement bruxellois aussi. C'est 15 millions d'euros qu'on pourrait faire d'économies en moins. C'est autant de millions d'euros aussi en moins dans les communes. Malheureusement, il a été imposé aux communes. Alors, dans ma commune, en l'occurrence, on n'a pas d'échevins surnuméraires. Et donc, on a renoncé d'emblée à ne pas avoir une augmentation de membres du collège. Et donc, par rapport à la position de M. de Beukelard, à Wallis-Saint-Pierre, ils n'ont pas diminué. En fait, ils ont augmenté d'un échevin, alors qu'il est possible en fait d'avoir une diminution de 2 échevins. À Uccle, il y aura en fait dans les faits la fois prochaine 2 échevins en moins. Il est possible pour les communes de renoncer en fait à un échevin dans chacune des communes et d'intégrer l'échevin néerlandophone dans leur représentation. Je reviens vers vous, Christophe de Beukelard, avec votre casquette d'ancien échevin. Si on réduit le nombre d'échevins, c'est plus de travail pour les échevins en place. Or, on nous dit que c'est un travail à temps plein. Est-ce qu'aujourd'hui, si on réduisait de moitié le nombre d'échevins, les communes seraient aussi bien gérées? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi besoin d'une équipe, voilà, et plus elle est étoffée, plus il y a de ressources, plus il y a de partage du travail. Moi, je pense qu'on doit revaloriser la fonction d'élus locaux et que diminuer le nombre d'échevins, ça permet aussi d'avoir des compétences élargies pour les échevins et donc d'avoir des portefeuilles plus conséquents. Il y a certains échevins, si vous regardez leurs compétences, qui sont extrêmement limitées. Hein. On parle de 2-3 petites compétences parfois qui ne demandent vraiment pas beaucoup de travail quand c'est bien géré. Donc, moi, je pense qu'on doit plutôt diminuer et élargir les portefeuilles, tout en maintenant, et ça c'est vraiment important, une possibilité pour les échevins d'avoir un pied dans une autre activité professionnelle. Moi je plaide pour que les hommes et les femmes politiques continuent à garder un pied dans d'autres activités professionnelles, dans le privé, comme prof, comme ouvrier dans quelque part. Est-ce que c'est ça toujours? Est-ce qu'il n'y a pas des fonctions pour lesquelles c'est problématique d'être échevin? Et je ne sais pas moi, chef d'entreprise, quelles seraient les fonctions pour lesquelles ça pourrait être problématique, Aurélie Thibault? Et ce qui est sûr, c'est que ce qui devrait permettre ça, c'est le congé politique, qui est aujourd'hui très mal encadré, qui n'est pas très bien reçu aussi, notamment dans le secteur privé. Donc, c'est pas si simple, finalement, de quitter son emploi pour exercer un mandat local pendant 6 ans. On n'est pas toujours certain de retrouver l'emploi qu'on avait derrière ou la clientèle qu'on pouvait avoir. Donc, ça, c'est quelque chose de compliqué. Il n'y a pas de fonction en particulier, mais ça reste un enjeu qui est surtout autour de cette notion de congé politique qui, aujourd'hui, dans notre système démocratique, n'est pas satisfaisante. Emmanuel De Bock, des députés, des élus locaux qui ont un métier sur le côté, ça vous inspire quoi, vous, avec votre expérience? Et donc, là, nous, on avait voulu le décumul, mais on avait surtout voulu le décumul financier. Donc, plafonnement à 150% de la rémunération d'un mandataire. Et malheureusement, manifestement, certains partis ne veulent pas, en tout cas, parler de ce plafonnement. Mais sur les fonctions privées, un député ou un échevin qui, je sais pas moi, avocat, commerçant, chef d'entreprise. Je trouve que ce n'est pas malsain que certains élus gardent un pied dans le cambouis de la société. C'est là quand même que l'on peut se rendre compte effectivement de l'ensemble des enjeux sociaux qu'il y a, et c'est aussi une manière aussi de ne pas être totalement dépendant d'un parti politique par rapport à sa carrière. Je voudrais juste rajouter une chose. On fait beaucoup le procès de la classe politique bruxelloise, mais si on regarde, on a une ville-région d'1 200 000 habitants, il n'y a que 19 communes, ça veut dire une moyenne de 60 000 habitants par commune. On a des plus petites communes, on a des plus grandes communes, et si vous regardez en région wallonne, on est à 17 000 personnes par commune en moyenne pour la représentation. Donc ça veut dire aussi qu'on a 4 fois moins
finalement d'élus locaux que dans la région wallonne et la région flamande. C'est quand même aussi un motif de satisfaction d'avoir une région avec des élus locaux qui s'investissent. On n'a pas beaucoup parlé pour l'instant des conseils communaux, et là manifestement pour moi ça c'est aussi l'enjeu, parce qu'il y a une majorité mais il y a aussi une opposition, et le travail des élus du conseil communal est parfois beaucoup plus compliqué à faire que celui d'un échevin qui lui a un salaire alors que les élus locaux n'ont pas de salaire. Mais Aurélie Thibault, ce qui est flagrant à Bruxelles, c'est la différence de taille entre certaines communes. Un bourgmestre ou un échevin d'une petite commune, Christophe de Beukelard nous disait, peut être appelé la nuit à une responsabilité juridique qui est finalement la même que celui d'une grosse commune. Est-ce que ça c'est... Il y a une raison historique, mais est-ce que c'est vraiment de la bonne gestion ? C'est évidemment un sujet très complexe. De la bonne gestion, je ne sais pas, et c'est difficile de se positionner, mais ce qui est certain, c'est que ça crée une forme d'inégalité entre les communes ou d'inéquité entre les mandataires, aussi entre les élus locaux. Et de nouveau, si on en revient à cette revalorisation du salaire des échevins et des bourgmestres, qui est dépendante du nombre d'habitants, mais ça pose un petit peu question, et ça crée aussi une forme de concurrence entre les communes qui, là, peut poser aussi un certain nombre de problèmes. Puisque le salaire d'un échevin avec les mêmes fonctions, le même portefeuille n'est pas le même entre deux communes, ça peut, à mon sens, créer une forme de concurrence et d'inégalité entre les mandataires. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est aussi parce qu'une commune a fait parler d'elle. C'est l'ADH qui l'a révélé. On peut peut-être voir les articles à l'image. Une échevine qui a droit à des frais forfaitaires. Et dans les remboursements, alors il y a de la lingerie, des cigarettes, plusieurs téléphones. Qui a été surpris, honnêtement, quand il a appris qu'on pouvait se faire rembourser tout ça? Emmanuel Duboc, ça vous a surpris, Christophe de Beukelard? Bien sûr. Oui. Il n'y a pas de frais forfaitaires dans d'autres communes? Non. Non, normalement, ça doit même être déclaré dans la déclaration de transparence. Donc, je suis très surpris, effectivement, qu'on ait pu, ne fût-ce que rembourser ces frais. Ils auraient dû être rejetés par le receveur. Et donc, c'est assez inédit. Et j'espère que la commune de Saint-Josse va demander le remboursement, ou en tout cas n'a pas fait le paiement, parce que là, il y a une faute politique de la part du receveur. En tout cas, elle a fixé des règles, elle a fixé une liste de ce qui peut rentrer dans les frais forfaitaires. Christophe de Beukelard, vous avez le même sentiment qu'Emmanuel Duboc? C'est un cas unique à Saint-Josse, ou bien il se pourrait qu'un jour on apprenne que dans d'autres communes, il y a aussi des frais forfaitaires, comme on a appris qu'il y en avait au Parlement, hein. En tout cas, je sais que chez nous, quand j'étais échevin, il n'y en avait pas, et on n'en a jamais demandé. Moi, je pense qu'il y a quand même des communes où il y a des frais forfaitaires, mais évidemment pas qui remboursent ce genre de choses. Enfin, quand j'ai lu ça, c'est la honte, hein. Franchement, il faut quand même avoir un éloignement particulier avec le sens de sa fonction pour aller à sa maison communale déposer des tickets avec des Port-Jartel, des Marlboro dessus. Donc ça, je trouve qu'il y a quand même un vrai problème politique, et ça m'étonne qu'à Saint-Josse, tout continue comme ça, comme si de rien n'était. Il y a juste deux articles de presse. Moi, je m'excuse, mais en tant que... Bon, c'est parti d'un travail dans mon collège d'opposition. Ça me pose un vrai problème éthique. C'est toujours après une révélation que ça bouge. Ça crée des momentum, les révélations dans la presse, Aurélie Thibault. C'est toujours après qu'à un moment donné, on fixe des règles. Ici, les règles, elles existent. Donc, il y a quand même, dans les ordonnances bruxelloises, un certain nombre de règles qui précisent que ces frais pour les échevins et les bourgmestres, ils doivent être justifiés. Donc, déjà, la notion de frais forfaitaires, elle pose question. Et puis après, il y a aussi une liste. Alors, elle n'est pas exhaustive. Donc, il y a quand même des choses. Ce qui pose vraiment problème ici, c'est qu'on a des dérives. Clairement, là, il n'y a pas de discussion sur le mot, qui viennent polluer un débat qui est pourtant important sur la revalorisation du salaire des mandataires locaux. Et ça, c'est le plus problématique, à mon sens. Je voudrais revenir sur un point qui, je crois, est souvent ignoré du grand public, c'est la responsabilité juridique des élus locaux. On a vu dans certaines catastrophes industrielles ou autres que des élus locaux se retrouvent parfois même poursuivis au pénal. Ça justifie quoi? C'est ça qui justifie la hausse de salaire, ou bien comment est-ce qu'on explique cette responsabilité pénale? Je m'adresse à la politologue ou aux juristes qui sont autour de la table. Moi, je peux commencer. En effet, en tout cas, les bourgmestres ont une responsabilité pénale qui n'est pas très bien vécu aussi par ces bourgmestres. Ça leur fait peur, finalement. Ils se retrouvent parfois avec un poids sur leurs épaules qui est considérable et avec un nombre de responsabilités à assumer qui est conséquent et pour lesquelles ils n'ont pas toujours les moyens aussi de pouvoir adresser et assumer ces responsabilités. Après, ici, la revalorisation, c'est effectivement cette question de responsabilité, mais c'est vraiment l'idée aussi de disponibilité à tout moment. L'élu local est très proche, finalement, du citoyen. Il est très exposé aux citoyens, à tout ce qui va se passer dans la commune, aux débats qu'il peut y avoir, aux mécontentement de la population. Et alors, en effet, c'est ce qu'on disait là tout à l'heure, il est appelable à tout moment. Un effondrement de voirie, un incendie, et le bourgmestre est réveillé ou l'échevin compétent en la matière et doit se rendre sur place pour gérer la situation. Les échevins, les politiques, les bourgmestres, les mandataires locaux, est-ce qu'ils doivent considérer finalement leur salaire comme
forme de prime de risque. On a vu un bourgmestre d'une commune qui mettait en place un plan good move. Les opposants crevaient les pneus de sa voiture. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait été à côté de sa voiture à ce moment-là? Vous avez connu ça? Vous avez l'impression que ça se dégrade? C'est sûr que ça fait partie de la pénibilité de ce métier-là. Chaque métier a ses choses difficiles et ses choses faciles. Les choses difficiles en tant que mandataire local, c'est ça. Et on doit tous en être bien conscients. 4 mandataires locaux sur 10 envisagent d'arrêter. C'est une étude, je l'ai vu, je vais vous la soumettre en région Wallonne. Ils sont pas attirés par l'argent, ils ont envie d'arrêter. Donc il faut vraiment bien s'en rendre compte. Et pourtant, c'est essentiel pour la démocratie parce qu'avoir encore, et moi je suis un défenseur des communes, notamment à Bruxelles, avoir la possibilité de faire démocratie à travers les conseils communaux, les échevins, les bourgmestres que vous rencontrez à la boulangerie, que vous savez où ils habitent et vous pouvez avoir un contact direct, ça c'est vraiment fondamental dans la période troublée qu'on traverse, d'avoir au moins encore ce contact démocratique-là, c'est vraiment important. Emmanuel Debock, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans l'entourage des élus locaux, les cabinets, oui. On a déjà parlé ici en versus des cabinets régionaux, mais en fait des échevins ont un cabinet. C'est combien d'ailleurs pour une commune comme Montluy et Saint-Pierre, pour un échevin de personnes que vous engagez directement, de votre souvenir? Je pense que c'est un plein temps. Ou un mi-temps ou un plein temps. Emmanuel Debock, c'est trop? Un temps plein ou un mi-temps? Alors ça dépend. Moi par exemple, je vais vous donner un bel exemple. Oderghem, il n'y a pas de cabinet de bourgmestre. C'est une commune gérée par votre parti, c'est peut-être pour ça que vous prenez cet exemple. Je prends cet exemple-là. Dans ma commune, c'est plus ou moins raisonnable. C'est 3 temps et demi. Mais j'ai pu remarquer effectivement qu'en une législature, les frais de cabinet ont augmenté de 70% par rapport à cela. Donc je trouve qu'il faut un encadrement. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a un enjeu sur les cabinets de bourgmestre et on arrive en période électorale. Beaucoup de gens qui travaillent dans l'entourage du cabinet du bourgmestre et des échevins vont faire la campagne électorale et ça ne va pas du tout. Autant du côté parlementaire, les assistants, etc., et on l'a vu légalement, peuvent faire campagne, ils sont engagés par le député en l'occurrence, ils sont attachés à la personne, autant dans la fonction publique, au niveau du conseil communal, il est strictement interdit pour les personnes qui sont engagées par la commune, même au cabinet du bourgmestre, à faire la campagne du bourgmestre. Vous disiez à Scarbet, vous avez des informations là-dessus ou vous le taquinez parce que c'est une commune des filles? Je le taquinais parce que c'est une commune des filles où je pense qu'il y a des cabinets, ils sont un peu plus gros. Mais ils sont mutualisés, en tout cas dans certains partis. C'est quelque chose que vous suivez, le fonctionnement des cabinets. C'est intéressant pour une politologue de regarder le fonctionnement de ces zones-là. C'est peut-être, ça passe plus sous le radar que les cabinets régionaux pour lesquels il y a des interpellations régulières. On les reçoit, nous, dans les chaînes locales. Au niveau communal, les cabinets sont tout petits. On le disait, parfois, c'est en fait une personne, un temps plein, qui est là pour accompagner les échevins. Donc, il y a moins de dynamique aussi à analyser, mais je ne pense pas qu'il faille trop stigmatiser non plus. On est aussi dans un contexte où on a une complexification des matières à traiter qui est fort importante. Si on veut que chacun puisse encore devenir échevin ou bourgmestre et que cette fonction soit accessible à tout le monde, il faut aussi que ces personnes puissent avoir le support nécessaire face à la complexité du système dans lequel ces échevins doivent évoluer. Et ce que dit Emmanuel Debock, vous avez déjà entendu ça, vous, qu'il y avait des cabinets où, en période de campagne, on faisait campagne? C'est quelque chose qui vous est déjà revenu aux oreilles? Je vous cueille à froid. C'est quelque chose qui est couramment évoqué. Après, voilà, nous, c'est pas quelque chose de l'ordre de la faute ou pas? Je voudrais entendre la réponse à Pétole. C'est de l'ordre de la faute ou pas? Emmanuel Debock dit c'est l'étude, mais dans le cas des pouvoirs locaux, si je me trompe pas, les membres de cabinet ressortent au cadre du personnel de la commune, et dans ce cas-là, je pense en effet que c'est problématique. Emmanuel Debock. C'est même une question d'égalité de traitement. L'opposition, elle se présente, elle n'a droit à aucun support, à aucun membre du personnel. Donc, ça ne va pas effectivement d'avoir... C'est une forme d'abus de bien social. Est-ce qu'il faut voir d'autres choses? On a le cas d'un bourgmestre en région bruxelloise, celui de Forêt, ancien bourgmestre, qui finalement a pointé l'absence de couverture sociale dont il bénéficiait. C'est un impensé juridique, ça, Aurélie Thibault, Christophe de Beuquenard? On aurait dû se poser la question quand on a créé les statuts très anciens de bourgmestre d'échevin, qu'à un moment donné, certains vont peut-être se retrouver sans emploi, vont se retrouver malades pour une durée plus ou moins longue. Je vais être dur, mais je pense que c'est dommage qu'il faille légiférer, parce que honnêtement, c'est assez indécent pour ce bourgmestre écolo d'être resté et de s'être accroché à son salaire malgré sa situation. Et donc oui, visiblement, vu le comportement de certains mandataires, il faut aller jusque-là dans la précision des choses, dans les ordonnances et dans la loi. Mais c'est quand même pas normal qu'ils aient droit à congé maladie, je sais pas moi, à un C4 à la fin d'une période de travail qui leur donnerait droit au chômage. Mais tout à fait, n'est pas le cas aujourd'hui. Organisons ça comme ça. Et il faut en effet que ça se rapproche
d'un système d'employés où en effet on a droit à des congés maladie et des congés évidemment. Emmanuel Deboc, il y a besoin de travailler là-dessus? Alors, on vient de changer la loi. Donc aujourd'hui, l'ordonnance, elle prévoit qu'après 3 mois, la personne qui le remplace a le salaire du bourgmestre, mais c'est quand même 3 mois. Dans les autres régions, c'est moins. De nouveau, on aurait pu peut-être effectivement aller plus loin, mais c'est le consensus de la majorité. Pour le coup, il y a notre souci, c'est que si quelqu'un n'est pas malade, mais est très dilettante et ne vient pas au collège, en l'occurrence, ou a un taux de présence très faible, ce n'est pas normal non plus qu'il conserve, à mon sens, 100% de sa rémunération. Mais qui va décider de ça? Les députés, aujourd'hui, il y a une règle très simple. Par exemple, les députés, aujourd'hui, quand ils votent, ou quand ils ne viennent pas au vote, ils ont une diminution de leur salaire. Et donc, s'ils ne sont pas présents minimum à 80% des sessions, ils ont une perte de salaire de 10%. On pourrait avoir la même règle avec une objectivation sur les présences, par exemple, au collège, et de voir effectivement que les échevins qui ne viennent pas au minimum à 80% des collèges ont une diminution de salaire. Ça éviterait effectivement le cumul volontaire de certains, et en tout cas une meilleure disponibilité pour les réunions importantes. Une réunion de collège, c'est vraiment les réunions essentielles une fois par semaine pendant lesquelles la commune est gérée. Vous trouvez aussi important que des politiques locaux aient un mandat ou parfois un emploi dans le privé. Forcément, ça va les rendre peut-être moins présents dans leur commune. S'il y a des gens qui ont envie de travailler 80 heures semaine, c'est leur problème, s'ils n'ont pas de famille. S'il y en a d'autres qui ne veulent faire que 40 heures semaine, c'est aussi leur problème, et de n'avoir qu'une seule chose à faire. Moi, je vois qu'un certain nombre de gens qui ont décumulé, on ne les a pas après 16 heures. Et par contre, je vois que des gens qui cumulaient, je peux prendre des gens comme Didier Gauzoin, ont été des excellents bourgmestres et qui travaillent 80 heures semaine. Ouais. Donc, vous avez toutes les situations qui se présentent. C'est une question, à mon sens, de conscientisation et de responsabilisation personnelle par rapport au mandat. La notion de juste salaire, ça peut paraître basique comme question, mais est-ce qu'elle existe seulement? Comment est-ce qu'on détermine un juste salaire pour une fonction publique comme un élu local, Aurélie Thibault? C'est effectivement compliqué. Déjà, c'est très subjectif et on a abordé tous ces éléments qui peuvent nous permettre d'approcher cette question de juste salaire. À mon sens, quand l'argument, ou en tout cas un des arguments principaux de cette revalorisation, c'est la question de la disponibilité des élus pour leur mandat local. Et donc, il faut reposer toute cette question de la disponibilité réelle. Donc, le décumul apporte une partie de la solution, puisqu'ils ne peuvent plus cumuler et donc sont plus disponibles. Il reste toute la question qu'on vient d'évoquer des mandataires locaux qui travaillent à côté, sans pour autant dire que c'est bien ou pas bien, mais ça crée des différences entre les mandataires, entre les échevins. Et donc là, il y a quand même une source d'inéquité qui doit être interrogée si on veut approcher cette idée de salaire juste. Et puis alors l'autre source d'inégalité, c'est celle dont je parlais là tout à l'heure, c'est les différences entre les communes. Elles sont vraiment importantes, selon la taille d'une grosse commune comme mais est-ce que pour autant ou... le nombre d'habitants est le critère qui permet d'approcher de nouveau cette question de la disponibilité des élus? Est-ce que finalement un élu d'Ixelles doit être vraiment moins disponible qu'un membre du collège de la ville de Bruxelles? Je ne suis pas certaine en fait. Et donc là, il y a quand même quelque chose qu'on doit encore pouvoir résoudre avant de pouvoir identifier un juste salaire, même si je pense que c'est peu facile comme exercice. Christophe de Beuquelard, sur ce juste salaire c'est très difficile. Je pense qu'un des éléments aussi, c'est de voir le niveau de responsabilité. Alors c'est difficile un échevin des bibliothèques devrait être payé peut-être un peu moins que celui de la mobilité, de la sécurité routière. Je pense qu'à ce niveau-là, ça devient très difficile à juger, mais je pense surtout qu'il faut comparer un peu aussi avec le privé, avec d'autres responsabilités que des personnes qui ont le calibre de bourgmestre pour aller chercher dans le privé. Et donc ça, c'est quand même important. Si on veut continuer à attirer des talents en politique, il faut évidemment qu'il y ait une rémunération qui aille avec les responsabilités qui lui sont imposées. Emmanuel Deboc, en une minute, puis on conclura. C'est un exécutif communal, donc ça doit être la même règle que pour les gouvernements. Vous avez des ministres qui ont quasi pas de compétences, mais qui, dans les faits, toutes les semaines, sont obligés de lire tous les points de tous les autres ministres et de donner leur avis et d'approuver ou de désapprouver ou de modifier les points des autres membres du collège. Donc, relativisons aussi le fait que certains échevins ont des petites compétences. Ils interviennent aussi pendant les réunions du collège sur l'ensemble des points de leurs collègues, et ça permet aussi d'avoir une majorité stable. Christophe de Beuquelard n'a pas l'air convaincu là-dessus. Non, je comprends la logique, mais je pense qu'elle est très théorique, et en pratique, ce qu'on voit quand même, c'est que les échevins qui ont des compétences très très légères s'investissent nettement moins dans leur mandat que ceux qui ont des grosses compétences. Il nous reste une minute et je vais vous demander de conclure ce débat. Vous avez le temps d'un jingle pour répondre simplement à une question. En matière de rémunération de politiques locaux, l'urgence maintenant, c'est quoi? Jingle. Christophe de Beuquelard, parce que je vous ai sucré, l'urgence maintenant dans la rémunération pour les politiques locaux, c'est la cohérence. Je pense qu'il y a aujourd'hui encore des incohérences entre les salaires de députés et de mandataires locaux, entre aussi le salaire de la secrétaire et du secrétaire communal, par exemple, qui gagne parfois plus que son propre bourgmestre.
ça pose quand même des questions légitimes. Donc je pense que c'est vraiment la cohérence de l'ensemble qu'on n'a pas réussi à atteindre avec l'ordonnance qui a été votée. Emmanuel De Bock, l'urgence... L'urgence, c'est de plafonner toutes les rémunérations, qu'elles soient publiques ou privées, en ce compris les pensions, avec le plafond des 150%. On l'a vu avec le dernier scandale sur les pensions, et on le voit qu'en Suisse, par exemple, on plafonne l'ensemble de ces rémunérations. Prenons exemple sur la Suisse. Vous êtes prêt à donc plafonner les rémunérations de l'ordre du privé? Exactement. Plafonner toutes les rémunérations comprises. Quand on s'engage dans un métier public, on se plafonne de manière volontaire sur l'ensemble de ces rémunérations. Aurélie Thibault, il y a une priorité, il y a une urgence pour l'observatrice, je veux dire, neutre que vous êtes. Alors moi, sans l'entendre, j'aurais aussi parlé de cohérence. Je trouve que c'est important, mais pas pour les mêmes raisons, sur cette question de différence entre les communes, sur ce choix du critère et du palier, et puis en faisant aussi, ou en prêtant encore une attention particulière à garder ce mandat dans un exécutif local accessible à n'importe qui. Et ça reste important. C'est vraiment cette question d'attractivité qui est finalement centrale aujourd'hui. Un mandat local dans un exécutif local, c'est pas attractif. Or, on a besoin de gens compétents et de qualité pour assumer ces mandats. Et on a aussi besoin de gens de tous horizons et avec des profils très différents pour aller dans ces collèges. Et ça contribue à ce manque de diversité que vous avez pointé et qui se renforce avec la réduction du nombre d'élus? En tous les cas, c'est un risque. Merci à tous les trois d'être venus échanger sur le plateau de Versus. Semaine prochaine, ce sera un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.